Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On poursuit notre grand live. On va parler data, ce nouvel or noir du 21e siècle et son exploitation, évidemment, que l'intelligence artificielle va rendre peut-être encore plus essentielle. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Evantia Jumba, directrice générale d'Amadeus France. Bonjour Evantia. On est ravis de vous avoir. Et puis à ma gauche, Charles Tandonnet, directeur de la stratégie chez Travelsoft. Bonjour Charles. Bonjour. On est ravis de vous avoir tous les deux. On va commencer avec un chiffre qui va s'afficher sur votre écran. Alors on va tout de suite l'expliquer. C'est un chiffre que j'ai pris d'une journée de conférence intitulée Destination Data et qui disait 80% des données touristiques ne sont jamais exploitées. Alors, attention, on parle bien ici des datas liées aux destinations. Soyons très très clairs, liées aux destinations, liées au marketing des destinations. Mais je voulais qu'on parte de ce chiffre-là pour se demander ce qu'il en est aujourd'hui dans les métiers de la distribution et de la production. Charles, vous me disiez en préparant cette table ronde que notre industrie, évidemment, débordait de data. On avait plein de data, mais que la data client était plutôt son maillon faible. Exactement. On est un métier où, en fait, on ne manipule que de la data jusqu'au moment où le client passe la porte de l'avion, en quelque sorte. Ouais. Et à partir de là, eh bien, tous les acteurs du tourisme ne font que ça. On n'a pas les mêmes problématiques que d'autres industries, la supply chain, les problématiques de gestion de stock, etc. Nous, on a des problématiques physiques, on a des problématiques de transport de data, de transférer des data d'une personne à une autre, et des contrats, etc. Et donc, c'est vrai qu'à partir de là, on déborde de données. Sur nos produits, sur comment les mettre en avant et comment les présenter pour faire rêver nos clients tout simplement avant qu'ils partent. Là où je peux rejoindre ce chiffre, effectivement, c'est que la problématique va se créer souvent au moment où on parle de la data client, où là, cette data, elle est souvent dans des systèmes, parfois peu accessibles, et on a potentiellement du mal à faire levier sur cette donnée-là, parce qu'elle n'est pas forcément organisée, accessible, et que malheureusement, c'est cette donnée-là dont la data et dont l'IA aura besoin. Et donc, on est plus dans une limite aujourd'hui technique qu'une limite humaine. On est dans une limite d'une organisation d'acteurs, de leur mode de fonctionnement. Et si on veut passer à une étape supplémentaire, aller plus vite dans l'automatisation, dans la valorisation de cette donnée, on aura effectivement sans doute besoin d'aller faire un travail sur cette donnée pour la surfacer, pour la rendre accessible. Evantia, vous êtes d'accord avec ça? On a en effet une foule de data. Vous en êtes évidemment l'exemple. C'est un secteur qui depuis 50 ans vit avec les GDS qui ont évidemment fourni, créé, généré beaucoup de data. Et la data client est peut-être celle qui est le moins aujourd'hui exploitée. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense que vous avez raison. Si je regarde par les lunettes Amadeus, oui. On est un système de données, un système centralisé, depuis 1987, et qui opère à échelle mondiale, à grande échelle, avec une bonne connaissance de la logique métier. Mais ça m'emmène aussi à dire que quand on regarde l'industrie, j'ai envie de faire un constat, c'est que quand on regarde notre industrie, c'est une abondance de données. On n'a que de la donnée, que ça soit de la donnée de recherche, de la donnée de réservation, de taux d'occupation hôtelier. Donc on a tout le temps, on navigue. Je pense que
qu'on l'utilise. Est-ce qu'il y a potentiel pour aller au-delà? Oui, il y a certainement le potentiel. Et le potentiel va être fortement accéléré avec l'arrivée de l'IA générative, l'IA agentique. Si on regarde aujourd'hui dans l'usage de la donnée, on voit déjà que le premier usage, et je pense que celui-là, même en prenant la data client, il y a un premier usage qui apparaît quand même assez simple, intuitif et qui est largement utilisé, c'est celui de la compréhension de la donnée historique. Donc ça, je pense que l'industrie a largement mis les mains là-dedans. On essaie d'utiliser du prévisionnel en utilisant la donnée historique. Maintenant, quand on regarde les chiffres, et puis je me suis appuyée sur quelques études récentes, d'ailleurs des études aussi qu'on a menées côté Amadeus, et il y a par exemple l'éclipse solaire en Espagne. Quand on regarde ça, on voit tout de suite que ça a généré un taux d'occupance hôtelière qui est de plus de 16%, un panier moyen qui est plus de 35%. Donc, ce sont des données intéressantes et les acteurs l'utilisent. De la même façon, je pense qu'on peut faire le parallèle avec la Coupe du Monde. Ça donne pas mal de chiffres. Où sont les origines des marchés qui vont faire des recherches pour la Coupe du Monde. Et là aussi, bon, sans surprise, on voit que 35% c'est les États-Unis, le Canada, mais aussi l'UK. Donc ça donne toujours une donnée intéressante. Si on va un peu au-delà de tout ça, on voit aussi, si on regarde, et là c'était l'UN Tourisme, le tourisme, qui sont son baromètre, en fait, plusieurs fois par an. Et là, il nous donne une autre donnée intéressante. Il dit plus de 48% de réservations se font à moins d'un mois en 2026. Donc tout ça, ce sont des informations que les acteurs aujourd'hui, pertinemment, ils vont les mettre en action, que ça soit dans les budgets qu'ils investissent dans les campagnes marketing, que ça soit aussi dans l'offre qu'ils vont pousser. Maintenant, je pense qu'il faut aller un peu bien au-delà de tout ça. Comment on peut aller et exploiter et anticiper encore mieux cette donnée. Justement, on va en parler. Charles, avant de basculer dans l'IA, de ce que vous connaissez aujourd'hui des agences de voyage et des tours opérateurs, est-ce que selon vous, ils utilisent efficacement les datas qu'ils ont à leur disposition ou pas vraiment? Je pense que il y a deux typologies, c'est difficile de mettre en deux parties, mais je pense que certains vont avoir cette appétence de la data et certains d'amis, de clients vont avoir cette appétence à aller chercher, à aller regarder, analyser les chiffres, à aller chercher les signaux faibles dans les tendances des chiffres et donc des réservations. Et donc certains vont vraiment avoir cet ADN de pilotage par la donnée. Il y a aussi, on a un métier qui est historique. Il y a aussi une partie en fait du métier qui va fonctionner un peu plus par expérience, par sentiment, par relation, empirique. Exactement, au doigt mouillé. On sent le vent. Alors le fait est que souvent les traits de génie viennent de ce genre d'action, empirique, relationnel, mais voilà, je pense que on devrait réussir normalement à combiner les deux, à la fois de l'empirique, relationnel, des signaux faibles qui sont difficiles à prendre purement dans les tableaux de chiffres, mais qu'on ressent et qu'on va aller justement peut-être valider par le chiffre, et à partir de là avoir des actions un peu plus fortes que celles qui étaient empiriques, où on a une prise de risque qui est forcément plus importante. Et Vanthia, c'est vrai qu'avec l'IA, on va passer du search, du SEO au GIO, donc du search au générative. Est-ce que ça va demander un travail sur la data, sur la donnée? Les grands groupes de tourisme aujourd'hui français vont-ils devoir revoir totalement leur traitement de data? C'est un bon point. Pareil, aujourd'hui, quand on se retourne côté voyageurs et on l'interroge, les études à nouveau nous disent que 69% des voyageurs vont s'inspirer et prendre des décisions sur des résumés générés par l'IA. Donc, ils y sont. Donc, si ça, ce n'est pas un signal fort bien sûr, qu'il faut être et investir dans le GE. Maintenant, ce que je pense, c'est que quand on va au-delà, c'est en parlant à tous les acteurs de l'industrie, tout le monde investit dans l'IA. On avait interrogé aussi les hôteliers. On a 61% des dirigeants, ils disent on expérimente ou on déploie.
de la techno autour et des solutions autour de l'IA. Donc, il y a un investissement très fort. Maintenant, quand est-ce que l'IA, quand on regarde le succès de l'IA, se base sur quoi? On a 90% c'est l'infrastructure et seulement 10% le modèle IA. Ouais. Donc, ça commence vraiment par le nettoyage et la structuration de sa donnée. Donc ça, c'est la première chose à mettre en place. Après, on sait que ces modules IA sont là pour... voilà, c'est vraiment le grand développement et la grande accélération. Et je pense que dans les 12-18 mois, on va avoir énormément de déploiement de solutions. Si on revient sur la donnée, je pense que ce qui est intéressant, c'est... Je prends un exemple, par exemple, d'une solution qu'Amadeus va déployer, qui est un compagnon IA à l'adresse des conseillers de voyage, qui s'appelle Amadeus Max. Et là, on revient sur une donnée historique essentielle qui est le PNR. Et il y a plusieurs choses donc que ce compagnon va pouvoir apporter aux conseillers. Premièrement, sur des gains de productivité, mais aussi sur l'amélioration de la conformité, parce qu'ils vont pouvoir interroger en langage naturel l'historique d'un PNR. Qui était assez compliqué. Mais au-delà, ils vont pouvoir interroger en langage naturel aussi toutes les fair rules. Donc des points vraiment qui étaient des points un peu connus dans l'industrie. Donc l'IA, quand elle se base sur une donnée bien structurée, elle va pouvoir apporter vraiment des gains de productivité. Quand vous disiez que il va falloir nettoyer, structurer la donnée, ça, ce sont des compétences que les acteurs ont aujourd'hui ou qui doivent aller chercher ailleurs? Je pense qu'il y a les deux. Oui, il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. C'est indépendant de la taille des acteurs. Je pense qu'on a les deux. Mais ce que je pense aussi qu'il faut se faire accompagner. Il y a les deux. Je pense qu'ils, en fait, ils ont le contenu et l'intelligence métier qui est nécessaire pour avoir des IA performantes. Alors, on parle souvent de harnais. Et l'image du harnais de l'IA est assez intéressante parce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Un harnais sur un équipage d'un chien de traîneau, c'est à la fois ce qui sert à contrôler des bêtes, des animaux qui sont quasi sauvages, donc à les contrôler pour faire qu'ils partent pas dans tous les sens, et aussi à les diriger. Et le principe du harnais, qui est effectivement, comme tu l'as dit, Evantia, pas du tout... pas vraiment technique, c'est pas un sujet technique, c'est pas un sujet d'infrastructure, c'est un sujet plutôt de comment est-ce qu'on injecte, comment est-ce qu'on met à disposition de modèles marchés qui sont des modèles génériques, comme leur nom l'indique, un large language model, ils sont très larges et pas forcément centrés sur un marché. Là, comment est-ce qu'on met dans ce harnais les connaissances métiers qui font qu'on commence à faire confiance à cette IA pour qu'elle puisse répondre à notre place ou à la place de nos clients, ou voire même, dans le futur, prendre des décisions de manière automatisée pour un remboursement, une réduction ou offrir un nouveau service, etc. Des choses qui sont aujourd'hui pas du tout accessibles par l'IA pour des raisons de confiance majoritairement. Oui, c'est ça. Et donc, pour revenir à la question du harnais, de comment est-ce qu'on va sortir l'intelligence métier des acteurs pour l'injecter dans des harnais, eh bien là, je pense que c'est un peu la même manière que pour écrire. En fait, il y a des gens qui savent quelque chose, qui savent des choses très très bien, mais qui ne savent pas l'écrire. Et bien, on va avoir besoin d'avoir des gens qui donnent l'information, qui la détiennent dans leur cerveau, dans toute l'historique des sociétés, et ceux qui savent l'écrire pour pouvoir la rendre utilisable par les intelligences artificielles. Vous disiez, Charles, en introduction, qu'en effet, on avait beaucoup de données dans notre métier et que la data client, c'était difficile d'aller la chercher à cause des couches, en fait, de la multiplicité des couches qu'il y a dans notre métier. Est-ce que, justement, l'IA va pouvoir aller chercher cette data plus facilement? Alors, l'IA est très fort pour ça. L'IA est très fort pour aller rassembler des données non structurées, donc des données éparpillées et qui n'ont pas une forme qui est canonique. Voilà, l'IA va savoir faire ça de manière très efficace. Donc, oui, exactement. C'est à la fois le problème, la solution et le remède, en quelque sorte. Et donc, l'IA va permettre de faire ça de manière beaucoup plus efficace. Donc, ce qu'on devra faire pour pouvoir rendre l'IA suffisamment efficiente et efficace pour avoir des actions, eh bien, l'IA en elle-même porte la solution qui va permettre de rassembler ces données diffuses et les synthétiser de manière efficace. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant et j'y ajouterais un petit complément qui est la supervision humaine.
Oui. Parce que l'IA est très puissante. Donc, on a la donnée. Donc, on part du principe qu'on a bien nettoyé, on a bien structuré la donnée. Donc, l'IA va être très forte là-dessus. Mais je pense qu'il faut tenir toujours compte de de ce balance ajustée entre la techno, l'IA, la donnée, et puis la supervision humaine. Et c'est là qu'il va... Voilà, c'est en ça que ça réside vraiment le succès prochain. Un autre point qui est intéressant, quand on regarde la donnée, il y a un aspect dans l'industrie qui est aussi la publicité. Comment on essaye de convaincre? On voit qu'aujourd'hui, les voyageurs vont passer énormément de temps avant de décider sur quelle destination vont choisir. Donc là aussi, c'est très intéressant parce que ce qu'on peut faire aujourd'hui, donc en combinant la donnée, on peut aller un peu plus loin dans la publicité. Et là, c'est une annonce qu'Amadeus a fait récemment sur le Amadeus Travel Advertising, en collaboration avec Accenture. Et je trouve ça très intéressant parce que ça va au-delà donc de la donnée historique, ça va intégrer aussi, grâce aux capacités d'orchestration et de l'IA, ça va intégrer également des signaux faibles qui vont permettre en fait à la fois de mieux anticiper et de mieux aussi ajuster ces campagnes publicitaires de façon un peu automatique. Charles, vous nous disiez que l'IA allait pouvoir aller chercher justement cette donnée complexe, cette data client. Est-ce que ça peut ouvrir justement la voie à des challengers qui vont profiter de ça pour aller prendre justement cette donnée à l'intérieur des couches complexes aujourd'hui du voyage, du travel, et qui vont mieux la traiter, cette data, pour en faire quelque chose de plus utilisable? C'est le risque. Alors, est-ce que c'est un risque? Oui, il va y avoir sans doute des challengers qui vont arriver. Sans doute pas en faisant levier sur cette donnée, justement. Ah oui? Ça, c'est intéressant. Sans doute en faisant levier sur des technologies qui sont avant-gardistes et qui sont faciles à mettre en place, justement, quand on démarre de zéro. Le challenge de notre industrie, c'est qu'il faut se transformer. Et donc, c'est vrai que c'est très souvent beaucoup plus simple de recréer de zéro AI native et de faire des super belles démonstrations ou des choses qui sont des preuves de concept waouh ou en tout cas séduisantes. Là où on se rend compte que ces preuves de concept atteignent parfois leurs limites c'est justement quand on les met en face des cas réels. Et si ça fonctionne dans 20, 30, 40, 80% des cas, c'est très bien et c'est rare que ça arrive jusque là. Mais la problématique de notre métier, c'est que l'erreur coûte cher, très cher, et que c'est le cas limite en fait qui est le cas important à solver, à rendre efficace et à rendre solide. Et c'est là où ce cas limite peut être résolu encore par l'humain. Alors aujourd'hui par l'humain, notamment avec ce que tu disais, Vancia, notamment avec on parle d'humain dans la boucle. Donc il y a des moments où l'IA doit avoir ancré dans son harnais le fait qu'elle doit s'arrêter et lever la main et dire attends, je bouge plus, là j'ai atteint une porte que je n'ai pas le droit de franchir. Il faut être sûr qu'elle ne le franchisse pas. Donc j'ai atteint une porte que je ne peux pas franchir, dis-moi. Est-ce que j'ai le droit de la franchir ou est-ce que j'ai le droit de franchir cette porte-là ou cette porte-là? Et donc là, c'est l'humain qui peut le dire aujourd'hui. Et progressivement, eh bien, on va réussir en améliorant ces harnais, en prenant l'information de l'historique des activités, des ventes, des humains, mais aussi des traitements, des gestions de crise qu'il y a pu y avoir par le passé. On va réussir à aller à la porte d'après, puis à la porte d'après, puis à la porte d'après. Et ça, c'est un travail qui demande une connaissance du domaine, du métier, qui est extrêmement profonde. Oui, c'est ça. Qui d'ailleurs ne peut pas se faire, je pense, rapidement. Qui doit se faire de manière progressive, avec une confiance qui augmente au fur et à mesure, et l'humain dans la boucle qui a validé 5 fois la porte de l'IA pour lui dire c'est bon, tu peux la franchir celle-ci. À un moment, il va en avoir marre. Il va dire non mais là maintenant c'est bon. Tu y arrives. On va changer ton harnais. Je vais t'ouvrir cette porte-là. Tu vas pouvoir du coup y aller de manière automatique. Et puis il va tomber sur la porte d'après. Et la porte d'après. Et il y aura aussi un podcast peut-être. Il y aura aussi des décisions qui vont être prises par l'IA à un moment, qui vont impacter. On va avoir un client qui va être bloqué à destination, ça va coûter très cher. Et donc on va revenir en arrière à des moments. Donc voilà, faut
faut imaginer que ça va être un chemin qui est ardu, qui est technique, mais qui est aussi extrêmement intéressant et passionnant, qui va permettre au fur et à mesure de générer de plus de valeur. Oui, tout à fait. Et puis alors, je parlais des challengers, Eventyr, c'est vrai qu'il y en a un qui fait le buzz en ce moment, c'est Mindtrip, on voit arriver sur le marché européen. C'est vrai qu'il y a un effet waouh, mais comme vous dites, après, est-ce qu'on résout tous les problèmes voilà, en cas de difficulté, que se passe-t-il? C'est toujours pareil. Oui, je pense que si la question, est-ce que ces technologies vont faire naître de nouvelles acteurs, je pense que la réponse est oui. On l'a vu à travers toutes les transformations, toutes les nouvelles technologies ont apporté. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il y aura une transformation dans la façon dont on choisit le voyage, dont on réserve le voyage, dont on voyage, tout simplement. Et on le voit, il y a des changements des consommateurs qui sont là. Mais non, c'est pas pour autant, quand on regarde avec les acteurs existants, ils se tournent pas les pouces. Ils sont là, ils ont tous investi. Et Charles dit, il y a du temps encore, donc voilà. C'est que le début. Mais je pense que donc l'humain fait la différence. L'expertise métier aussi, parce qu'in fine, c'est ça. L'effet waouh peut arriver très facilement. Aujourd'hui, la technologie nous impressionne tous les jours. C'est assez facile. On est les premiers à chaque fois qu'on utilise d'être impressionnés. Mais ce qui fait la différence, c'est après la scalabilité. Et c'est là où l'humain, l'expertise métier, la connaissance vont faire la différence. Et je pense que sur la donnée, donc pour faire la conclusion, données combiné avec l'arrivée de cette technologie IA agentique, IA génératif, je pense que ce qui est intéressant, c'est que oui, on va s'attendre à des transformations. Oui, ça va être important de pouvoir orchestrer cet ensemble pour fournir in fine, parce que je pense que ce que nous nous efforçons tous, c'est offrir vraiment une belle expérience aux voyageurs. Bon, en tout cas, ça va être passionnant à observer, à analyser, à décrypter. À faire, exactement. À vivre. On est à un moment, je pense, assez vertigineux dans l'histoire du tourisme. C'était vraiment passionnant de vous écouter tous les deux. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes. On va parler de la revanche du voyage à forfait, tout un programme. Restez bien avec nous. À tout de suite.